Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, animateur des Hautes TV et Afrique Média, et qui est notre ami de longue date, de telles explosions de mécontentement sont provoquées. Les médias, c'est-à-dire la presse, la télévision, mais aussi les réseaux sociaux d'Internet, jouent un rôle important dans ces processus. Luc Michel partage l'opinion de Ginette S. Scandrani, l'auteur de l'article intitulé « Comment la presse africaine se fait intoxiquer par les sondages des vitrines layées de la CIA ». Notre observateur, Igor Yazen, vous invite à écouter une interview recueillie auprès de Luc Michel. Tu sais, Igor, qu'une révolution de couleur, ça ne marche que s'il y a un appui de presse. L'appui de presse, il est dans chaque pays où on essaye de faire la révolution de couleur, et il est au niveau international, puisqu'il faut chaque fois donner l'impression, c'est la même chose que ce qui s'est passé en Ukraine il y a 1 an et demi, il faut donner l'impression qu'il y a un dictateur qui combat son peuple. À partir de ce moment-là, il faut prendre en main non seulement les journaux, mais on ne sait pas contrôler tous les journaux. Donc on prend en main la source de l'information, c'est-à-dire les agences de presse, les journaux de référence, comme le journal français Le Monde Afrique, et ceux qui fournissent l'actualité politique, les instituts de sondage, etc. Depuis 1 an, je suis la vague de révolution de couleur qui est organisée par l'administration Obama en Afrique. Tout ça n'est pas clandestin, puisqu'il y a eu un sommet USA-African Leader qui s'est tenu au début du mois d'août 2014 à Washington, et où Obama a annoncé le départ d'au moins 13 chefs d'État remplacés par des régimes pro-américains. Au même moment à Washington se tenait un sommet alternatif de la NED, donc National Endowment for Democracy. C'est un institut du gouvernement américain financé par le budget américain qui a été créé par Ronald Reagan dans les années 80 pour prendre en main et financer les révolutions de couleur. Le thème de ce sommet alternatif, c'était démocratie et presse en Afrique. À partir de ce moment-là, il y a eu une prise en main de la presse africaine au même moment où on prenait en main des groupes de jeunesse, comme le Ballet citoyen au Burkina, Dégage au Sénégal, les équivalents aux Républiques du Congo ou au Burundi, et il y a eu une grande opération pour appuyer médiatiquement, dans chaque pays africain et au niveau international, cette vague de changement de régime. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est il y a une dizaine de jours, l'entièreté de la presse africaine, que ce soit sur Internet ou la presse imprimée, ou les télévisions, même la télévision où moi je travaille, Afrique Média, a repris l'information. Il y a un sondage, soi-disant conduit dans 30 pays africains, et qui affirmait que 73% des Africains dans 30 pays, voulaient la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats. On insistait lourdement sur le cas du Burundi, puisque, comme tu le sais Igor, c'est le Burundi pour le moment qui est la révolution de couleur la plus active. Il y en a d'autres au Gabon et dans d'autres pays. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, voilà une information que personne ne vérifie, dont personne ne va voir qui la crée et qui la diffuse, et donc j'ai mené une enquête. Je n'ai pas utilisé James Bond ou quoi que ce soit, je suis allé sur Internet. Avec un de mes documentalistes, nous avons passé une 20aine d'heures, évidemment en sachant ce qu'on cherchait, il y a des mots-clés, nous savions déjà qui était derrière toutes ces révolutions de couleur, notamment la NED, les réseaux du groupe Soros, et nous sommes partis donc de l'émetteur de ce sondage, c'est un groupe qui s'appelle Afrobaromètre. Tu noteras, Igor, qu'un groupe équivalent existe par continent. Il y a Eurobaromètre, il y a Latino-baromètre, etc. Ce sont des groupes qui ont été créés il y a une quinzaine d'années, et on est allé voir donc qui était Afrobaromètre. Quand on gratte, quand on va voir
simplement dans les sources ouvertes sur Internet, à toutes les étapes de la recherche, on trouve une galaxie d'instituts américains, d'ONG, d'organes universitaires, de médias. Tous sont liés à la N.E.D., à sa filiale, la NDI, National Democrat Institute, qui est en charge de la prise en main des élections. C'est la NDI, par exemple, qui a organisé directement les dernières élections présidentielles au Nigeria. Pas qui les a monitorées, qui les a organisées totalement. Et on trouve des ONG liées à la Soros Foundation et au réseau mondial des fondations de Soros, Open Society. Les deux leaders d'afro-basketeurs, ils s'appellent Mathès et Barton. Ce sont des gens qui, tous les deux, sont membres du conseil scientifique de la N.E.D., qui ont la double nationalité américaine et sud-africaine, puisque la base, c'est l'Afrique du Sud, et parce que les Américains ont créé une toile d'araignée qui recouvre toute l'Afrique, d'ONG, de cellules des réseaux Soros, etc., à partir de l'Afrique du Sud. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Ce sont aussi des gens qui ont bénéficié, comme Mathès par exemple, il a été boursier d'un programme qui s'appelle la Reagan Facel. Facel, c'est un ancien congressman, Reagan, c'est le président. Foundation, c'est un système de bourse avec une résidence pendant plusieurs mois aux États-Unis, où on finance des chercheurs, comme Mathès, donc, qui est le fondateur d'Afrobarometer, et où on finance leurs recherches. Le principal, Excuse-moi, mon cher, oui. permettez-moi, je te fais une petite pause. Je te demande de parler un peu plus bas et pas tellement vite pour garder les qualités d'enregistrement. Excuse-moi, d'accord? On continue. Ok, c'est l'habitude de la télévision, comme tu Voilà, c'est les télévisions tu es intoxiqué par les télévisions. Vous regardez le temps que chaque seconde ça coûte. Non, je fais une émission par jour maintenant, Igor. Voilà. Et sur Afrique Média, il faut parler très très vite. Voilà. Ici, non. Hein. Ici, on peut parler calmé. Oui. Parce que nos auditeurs, ils suivent. C'est difficile de suivre quand tu parles vite, vite, vite. Ça le perd, excuse-moi. Voilà. On continue. Donc, la Afrobarometer explique qui sont ses partenaires. Dans ses partenaires, il y a un institut qui s'appelle le CDD Ghana. Le CDD Ghana, quand vous allez sur le site des programmes de financement de la N.E.D., vous voyez qu'il a été financé directement. Son directeur, c'est la même chose. Il a travaillé pour USAID, pour des ONG comme Transparency International, qui sont à la pointe de la lutte contre des États comme le Tchad ou la Guinée équatoriale, qui sont les États panafricains, etc. Troisième partenaire, c'est un institut qui s'appelle ISAMOA, donc c'est l'Institut sud-africain pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un institut qui a fonctionné du milieu des années 90 à 2013 en Afrique du Sud. C'est directement une création du réseau Open Society de Soros. Quand on va voir à tous les niveaux, on retrouve donc derrière Afrobarometer, on retrouve le groupe Soros, la N.E.D., la NDI. Le groupe Isawa, il est intéressant parce que il a aidé à créer un réseau de médias en Afrique et notamment une radio au Sénégal qui s'appelle WADR, qui soutient le groupe Dégage. Et il est également derrière la création du Monde Afrique. Qu'est-ce que c'est le Monde Afrique? C'est une division du journal Le Monde, qui est le grand journal français de référence. C'est le journal le plus pro-américain de France. Il est lié au milieu néoconservateur français. Et dans son conseil de surveillance, il y a le fameux
Bernard-Henri Lévy, par exemple, dont on connaît le rôle en Ukraine, en Afrique, en Bosnie, etc., qui est sur la fameuse liste noire que le Kremlin vient de faire pour interdire donc à des personnalités de l'Union européenne l'entrée en Russie. Le monde Afrique ne cache pas ça. C'est donc directement dans ses partenaires, cet institut qui s'appelle ISAMOA. Quand on dit partenaire, ça veut dire les gens qui financent. C'est une façon discrète de le dire. Quel est le rôle du monde Afrique? C'est déstabiliser les régimes africains. C'est eux, par exemple, qui ont lancé la fausse nouvelle sur le fait que le président de Guinée équatoriale, Obiang-Néba Massogo, s'amusait au carnaval de Rio avec des danseuses et l'argent du pays. En fait, le président équato-guinéen, à ce moment-là, il était dans un sommet contre Boko Haram au Cameroun. Ils ont également lancé des articles faux contre le président du Cameroun, Paul Biya, et sa femme, etc. On voit donc que la prise en main de la presse, elle s'est faite d'une façon qui était professionnelle et que c'est une opération de longue haleine. Lorsque Obama et la NED, il y a un peu moins d'un an, donc en août 2014, décident de lancer la vague de régime, ils s'appuient sur une toile d'araignée qui couvre toute l'Afrique, qui est liée aux gens qui ont fait les révolutions de couleur en Europe de l'Est, dans l'ex-bloc soviétique, qui sont liés aux gens qui essayent de faire une révolution de couleur en Russie, et les gens qui ont lancé la phase initiale de ce qu'on a appelé le soi-disant printemps arabe. Il y a donc un immense réservoir d'agences de presse, de fondations, d'ONG qui manipulent l'information. Dans le cas du Burundi, c'est spectaculaire parce que si on suit la presse occidentale et une grande partie des journaux africains qui reprennent l'information occidentale sans aucun contrôle, on a un pays en insurrection, on a un président qui se bat et qui tire contre son peuple, on a une majorité de Burundais qui veulent son départ. Dans la pratique, quand on va voir, on est dans ce que tes confrères de Sputnik France ont appelé un Maidan Madin Africa, en reprenant la teneur de mes analyses depuis un an, c'est-à-dire que où est-ce qu'il y a des problèmes au Burundi? Dans quelques quartiers de la capitale, cela concerne, suivant les jours, entre 3 000 et 10 000 personnes, sur des millions de Burundais évidemment, à 99%, comme le président le souligne, le pays est calme, mais pire que ça, il tient, puisque c'est la campagne électorale, de grands meetings dans tout le pays, avec un soutien populaire. Dans les journaux occidentaux, on ne voit jamais les images de ces meetings ni rien. Il y a eu une tentative de coup d'État appuyée par les Occidentaux et la presse occidentale au Burundi il y a une dizaine de jours. Eh bien, on a utilisé des infos manipulées. Par exemple, on montrait des photos de manifestations 15 jours avant le coup d'État en disant que c'était la foule qui était dans la rue pour supporter les militaires putschistes, alors qu'en réalité, et ça avait été souligné notamment par Richard Toudé, qui avait un correspondant, alors qu'en réalité, les rues de la capitale étaient désertes et que l'armée fidèle et la police faisaient la chasse aux putschistes minoritaires, etc. Voilà comment ça se passe. Malheureusement, les journalistes africains, c'est pour ça que j'ai sorti cette grande enquête qui va être en 3 parties. Une a déjà été publiée. Les journalistes africains, les médias africains, prennent l'information, les images, les sondages de tous ces gens comme si c'était la vérité. Je suis donc panéliste où je fais quasiment une émission quotidienne sur Afrique Média, qui est la grande télévision panafricaine, qui soutient les régimes panafricains comme le Tchad, le Soudan, la Guinée équatoriale, etc. Eh bien, on a utilisé dans un débat sur le Burundi les fausses images occidentales et je me suis fâché avec d'autres panélistes qui croyaient à ces informations. Il faut donc faire un travail pour mettre à jour ces réseaux, expliquer comment ils travaillent. Derrière tout ça, il y a d'immenses moyens financiers, il faut les expliquer,
Il y a tout d'abord les moyens de la NED et de la NDI qui sont directement, je l'explique, donc c'est pas des ONG, c'est financé sur le budget du gouvernement américain et ça fonctionne depuis 30 ans maintenant. La deuxième chose, il y a l'argent d'un autre organisme d'État américain qu'on appelle l'USAID, qui fait le même travail, qui finance soi-disant des activités culturelles, éducatives dans le monde. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre en main des jeunes Africains dont on fait des agents américains. C'est le même travail qui a été fait en France avec la fameuse French American Foundation, dont 9 membres du gouvernement Hollande sont d'anciens, ce qu'ils appellent des Young Leaders. En Afrique, c'est la Young Leaders Initiative, les YANI. Troisième pôle de financement, c'est George Soros. George Soros, qu'est-ce que c'est? On le présente dans les médias de l'OTAN comme un philanthrope. C'est en fait un financier international. C'est un homme qui a fait fortune et qui continue à faire fortune dans la manipulation des monnaies. Il a notamment contribué à la démolition de la livre il y a une vingtaine d'années. C'est donc quelqu'un qui fait fortune, c'est un bankster, comme je les appelle, qui fait fortune sur la misère des peuples et sur la destruction des économies. Soros a créé un groupe de fondations. Notez que la fondation aux États-Unis permet de ne pas payer d'impôts. C'est pour ça que vous voyez des gens comme Bill Gates de Windows et beaucoup d'autres, Rockefeller, Carnegie, ils ont créé des fondations parce que ça permet d'échapper à l'impôt et ça permet de ne pas payer l'impôt quand on décède sous la transmission de l'héritage. On n'est donc pas du tout chez des philanthropes, mais on est chez des financiers qui cherchent le profit. Soros a des moyens qui sont considérables et sans doute est-il un paravent pour la NED et la CIA. Soros est aussi, il faut le noter, c'est un des deux principaux conseillers d'Obama. C'est son conseiller financier. Le conseiller géopolitique, c'est Brzezinski, l'auteur du Grand Échiquier. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi la politique d'Obama, sous prétexte d'être sympathique, puisqu'il a été vendu à l'opinion mondiale comme ça, est plus agressive encore que celle de George Bush. Derrière évidemment tout ça, il y a aussi la CIA. Les gens qui ont étudié la NED ont expliqué qu'il s'agissait de la vitrine légale de la CIA. C'est-à-dire que la NED fait ce que la CIA ne peut pas faire, rentrer officiellement dans un pays, venir y financer des activités de déstabilisation, des partis politiques, des médias. C'est contre ça que la Russie vient de réagir avec la loi sur les ONG qui veut, avec justice, empêcher le financement des ONG par l'étranger. Il faut noter que les Américains, eux, ont également, depuis les années 60, les mêmes lois pour interdire, c'était à l'époque les Soviétiques, pour interdire aux Soviétiques de financer des activités aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes obligé de vous faire enregistrer comme agent de l'étranger. C'est ce que le gouvernement Poutine vient d'établir en Russie. Et donc les Occidentaux qui hurlent à la censure et à la dictature, ce sont des hypocrites. L'Afrique, maintenant, un dernier mot sur cette vague de changement de régime. Il y a 13 régimes qui doivent changer, annoncés par Obama, mais il y a également d'autres constituant ce qu'on a appelé des diplomates à l'époque du sommet de Washington, une liste noire. Les cibles principales, c'est le Cameroun de Paul Biya, c'est le Tchad d'Idriss Déby Itno, c'est le Burundi, c'est la République démocratique du Congo de Kabila, c'est le Soudan, mais c'est surtout la Guinée équatoriale du président Obiang-Nema Basogo, puisque c'est le cœur du nouveau panafricanisme. C'est l'homme, par exemple, qui n'hésite pas à dire qu'il faut reprendre l'héritage de Kadhafi. Il y a en Guinée équatoriale, en 2016, des élections générales, dont une élection présidentielle. Il y a déjà une prise en main de l'opposition. Une partie est prise en main par les gouvernements de Berlin, de Paris et de Madrid. C'est un groupe qu'on appelle la Corrède. C'est une opposition fantoche
qui n'a aucune influence en Guinée équatoriale, et il y a un autre groupe qui est pris en main par la NED et qui a des relais avec de petites formations politiques représentées au Parlement de Guinée équatoriale par un ou deux députés. La différence avec ce qui se passe ailleurs, le Cameroun, le Burundi, la République du Congo, ils ont tous été pris par surprise. Quand j'ai commencé à parler de tout ça, vous savez que je suis suivi par Afrique Média qui est regardé dans toute l'Afrique. Je suis suivi par des ministres, des ambassadeurs, certains chefs d'État. J'ai même été reçu par le président Bienema Bassogo. Eh bien, on ne m'a pas écouté parce que les Africains pensent qu'ils ne sont pas concernés par les révolutions de couleur. À Malabo, on a pris conscience du danger et on est en train d'amorcer une réaction, un dialogue avec l'opposition et évidemment un contrôle de l'opposition fantoche et de ses activités subversives. Vous savez que je suis suivi par Afrique Média qui est regardé dans toute l'Afrique. Je suis suivi par des ministres, des ambassadeurs, certains chefs d'État. J'ai même été reçu par le président Bienema Bassogo. Eh bien, on ne m'a pas écouté parce que les Africains pensent qu'ils ne sont pas concernés par les révolutions de couleur. À Malabo, on a pris conscience du danger et on est en train d'amorcer une réaction, un dialogue avec l'opposition et évidemment un contrôle de l'opposition fantoche et de ses activités subversives. Donc, Monsieur Luc, Luc, si j'ai bien compris, le CIA est tellement enraciné dans l'Afrique, il est partout, dans tous les pays d'Afrique. La CIA et les organismes américains, ce que moi j'appelle d'un nom global, c'est l'appareil d'État américain. Que ce soit NED, NDI, les groupes comme Soros qui gravitent autour de ça, c'est le gouvernement américain, ce sont les services secrets américains. Il y a un autre organe qui est en train de tendre une toile d'araignée sur l'Afrique, c'est l'Africom. L'Africom, c'est le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique. Il a été créé par Bush en 2007. En 2007, il y avait une base américaine en Afrique à Djibouti. Il y en a maintenant 34. Il y a un projet de créer une super base de l'US Navy sur la petite île de Sao Tomé, pas loin de la Guinée équatoriale, donc dans le golfe de Guinée, et d'y implanter une nouvelle flotte américaine sur le modèle de la 6e flotte de Méditerranée et de la 5e flotte du Bahreïn. Pourquoi est-ce que l'Africom participe à la déstabilisation des États? Parce qu'elle a lancé un grand programme de partenariat avec 43 armées africaines. Il s'agit de manœuvres et d'exercices communs, mais il s'agit surtout d'inviter aux États-Unis pour des voyages d'études, des stages de formation, des officiers africains. Au début du mois de mars, s'est tenue à Dakar, au Sénégal, une grande réunion de l'Africom où on a, je cite le communiqué de l'Africom, convoqué, comme on convoque quelqu'un à l'école ou au tribunal, on a convoqué les généraux de 43 pays africains qui se sont mis au garde-à-vous devant la bannière étoilée. Tout ça, c'est une prise en main. Je vais quand même vous expliquer ce que ça représente pratiquement. Le général du Burundi qui a fait le coup d'État, ancien chef des services secrets, avait participé à ces voyages. Et l'homme fort du Burkina Faso, un des anciens chefs de la guerre présidentielle de Compaoré, qui a été renversé. Donc, ce général, c'est un lieutenant-colonel Zida. C'est l'homme le plus puissant actuellement du Burkina Faso. Il est également le Premier ministre. Sa guerre présidentielle, c'est la force militaire la plus forte. Eh bien, Zida, qui au départ a été formé par les Français, a été pris en main par l'Africom et il a été faire un stage dans ce qu'on appelle l'école des Amériques. C'est l'école de la CIA. À l'origine, c'est là qu'on formait tous les officiers des armées sud-américaines qui ont fait les coups d'État du Chili, de l'Argentine, qui ont tenté les coups d'État au Venezuela. Eh bien, maintenant, il y a des officiers africains, dont ce lieutenant-colonel Zida. Il y a donc un deuxième filet américain, c'est celui de la prise en main des officiers.
Les gouvernements africains ne se rendent pas compte du danger, mais ils sont en train de former littéralement une génération d'officiers putschistes pro-américains. Quand la révolution de couleur ne marche pas, comme au Burundi, parce qu'il n'y a pas d'appui populaire, eh bien, que font les Américains? Ils lancent un putsch, évidemment. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a eu un mouvement qui a été lancé au départ d'un groupe d'ONG, dont le fameux Ballet citoyen. Le Ballet citoyen, on sait qu'il est financé par Soros. Il y a une autre ONG de Soros qui est active dans toute l'Afrique. C'est une ONG qui est basée à Bruxelles, qui s'appelle l'International Crisis Group, l'ICG. Qu'est-ce que c'est l'ICG? Officiellement, c'est un think tank qui est divisé, comme le sont les think tanks, en zones. Il y a une zone pour l'Afrique, pour l'Asie, etc. L'ICG produit des rapports pays par pays, et évidemment, ce sont des rapports déstabilisateurs. Lorsqu'on a commencé à déstabiliser il y a quelques mois le régime de Paul Biya au Cameroun, l'International Crisis Group a sorti un rapport sur la mauvaise gouvernance, et au moment où Boko Haram attaquait dans le nord-est du pays, annonçant que le pays allait peut-être éclater parce qu'il y avait des velléités sécessionnistes. Dans la pratique, le patriotisme camerounais est très important et tout le monde a soutenu l'armée camerounaise, même les partis d'opposition. Mais c'est le rôle de l'International Crisis Group. On le retrouve dans la déstabilisation de la République du Congo, on les retrouve dans celle du Burundi, on les retrouve un peu partout. Il y a des rapports sur la Guinée, le Tchad, etc. Que vous compreniez comment ça fonctionne, quand un événement intervient, de nouveau, la presse soutient cet événement, la presse occidentale et la presse aux ordres de chaque pays. Il faut à ce moment-là des experts, vous connaissez ce système-là, Igor, qui viennent expliquer une fausse vision de ça, puisque ce qu'il s'agit, c'est de vendre à l'opinion publique occidentale et africaine un scénario artificiel, ce qu'on appelle dans le langage des ONG américaines un storytelling. On raconte donc une histoire. Dans le cas du Burundi, c'est tout le pays soulevé contre le président, alors que c'est quelques quartiers. À ce moment-là, interviennent les experts de l'ICG et d'autres ONG, et ils viennent vous expliquer la situation comme les Américains veulent la présenter. Dans le cas du Burundi, que le pays va éclater, on fait croire par exemple qu'il y a de nouveaux risques de massacres, de génocide, de guerre ethnique. C'est faux actuellement. L'armée, qui était une armée mono-ethnique du Burundi, Tutsi, il y a 15 ans, c'est une armée multiconfessionnelle, multi-ethnique ou Tutsi, il n'y a pas ce risque. Mais les experts de l'ICG se présentent comme tels. À partir de ce moment-là, on comprend comment ça fonctionne. Financement par l'appareil d'État américain, déstabilisation par la presse financée par le même appareil d'État, prise en main de groupuscules de jeunes manipulés. C'est une partie de la jeunesse, c'est pas toute la jeunesse africaine, évidemment, qui sont chargés de créer des troubles dans la rue. Et à partir du moment où il y a une situation explosive, interviennent alors les régimes atlantistes, le gouvernement américain, l'Union européenne, l'OTAN, les gouvernements de Paris, de Madrid, de Bruxelles, de Berlin, qui, au nom d'une soi-disant démocratie, déstabilisent encore plus les régimes attaqués. C'est très bien fait. Tu es russe, Igor, tous les auditeurs russes ont déjà compris. C'est ce qu'on a fait en Europe de l'Est. Au départ du laboratoire qu'a été la révolution de couleur contre Milosevic en octobre 2000, Milosevic en octobre 2000 avait gagné les élections présidentielles. On a fait croire que c'était son rival d'extrême droite Kostunica. Un groupe a créé des tensions dans la rue. C'était le fameux groupe Otpor qui maintenant dirige un institut international qui s'appelle Canvas à Belgrade et qui a pris en main tous les activistes des révolutions de couleur en Europe de l'Est, notamment en Géorgie et en Ukraine et en Russie, qui a pris en main les activistes du printemps arabe et qui maintenant, via des ONG écrans de la NED, a pris en main les jeunes africains.
c'est la révolution de couleur dans toute son application. Moi, je mène une grande campagne pour que les Africains, pas seulement les gouvernements, mais surtout les masses africaines, ouvrent les yeux. J'ai du succès parce que j'ai des milliers d'emails d'Africains qui me disent on a compris. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ça ne marche pas au Cameroun, par exemple. Et je mène une grande campagne, évidemment, pour que l'Afrique adopte les mêmes lois que la Russie vient d'adopter, interdisant le financement de ces ONG, de ces activistes, par l'argent américain ou par l'argent de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous rappelons que vous avez écouté l'interview de Luc Michel, administrateur général de l'ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, animateur d'EOTV et Afrique Média, recueilli par Igor Yazan.